On peut apprécier l'économie, on peut aimer l'économie, mais il ne suffit pas d'aimer pour bien la décrypter. C'est vrai qu'on ressent effectivement une forte augmentation des prix, notamment ce qui est visible, c'est vraiment à la pompe quand on fait le plein. Avant, à 60 €, on avait effectivement de quoi faire 600-700 km. Maintenant, c'est 90 €. Donc, il y a effectivement une réflexion qui s'impose avant de faire un déplacement. Depuis 2 mois, on a essayé de réduire 2 restos en famille par mois. C'est revenu à 1. Parce que oui, il faut bien se serrer la ceinture. Je pense que l'État devrait faire un petit effort. C'est déjà apprécié ce qu'ils font pour le carburant. Ils devraient voir un peu comment remédier à ça. J'ai vu qu'hier, il y avait une augmentation paradoxale sur le RSA et les aides à la famille. Pourquoi ne pas basculer également sur le panier de la ménagère avec ce genre d'aide? Quand on s'aperçoit, comme aujourd'hui, que finalement la tendance est à la baisse du revenu disponible brut, moins 0,6%, on l'a vu en acquis de tendance à fin mai 2022, et on prévoit moins 1% pour 2022 en France. Quand on voit le revenu donc diminuer, quand on voit l'inflation repartir, il semble légitime de se poser la question de savoir que fait le gouvernement. C'est de sa responsabilité, il est au service de l'intérêt général, dit-on, c'est ce que disent certaines tendances. Je dis tendance parce qu'un gouvernement n'est jamais complètement apolitique, il y a des préférences partisanes et qui vont colorer un peu, donner un peu une teneur particulière aux mesures qu'il prend. S'agissant des gouvernements qui mettent en avant, mais aujourd'hui tout le gouvernement a la nécessité de mettre en avant pour priorité la défense du pouvoir d'achat, eh bien la tendance presque de facilité, dirait-on, est de faire des politiques de soutien de la demande. Et donc les politiques de soutien de la demande sont des politiques qui vont participer à utiliser la dépense publique. L'État, dans sa générosité, utilise la dépense publique en oubliant parfois qu'elle est financée par les recettes qui sont de nature essentiellement fiscale en France, et par cette dépense, il en attend un effet bénéfique. Alors si j'évoquais un temps, je fais une parenthèse, si j'évoque les auteurs c'est essentiellement John Maynard Keynes qui considérait nécessaire l'intervention de l'État dans l'économie. L'État relance la machine, donne du pouvoir d'achat et ce pouvoir d'achat va soutenir l'économie parce que ça va soutenir la demande qui va s'adresser aux producteurs et les producteurs vont produire plus, donc auront besoin de plus de bras, le chômage diminue et tout repart. Donc c'est une politique dont on dit qu'elle est conjoncturelle parce qu'elle ne peut marcher qu'à court terme. Le problème avec Keynes, c'est qu'il est mort 2 fois, une première fois de sa belle mort, mais il est mort aussi parce qu'un jour on s'est rendu compte que sa politique ne marchait pas ou ne pouvait pas marcher à long terme et que de faire cette politique et de la reproduire à l'identique sur du long terme, c'était même contre-productif. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes en période de crise, alors si la crise est légère, ça peut marcher et à court terme et le résultat est là et ça fonctionne. Par contre, si la crise est de plus en plus forte, si la crise s'avère plus forte que prévu, les ménages vont avoir de plus en plus de craintes vis-à-vis de l'avenir. Et cette manne qui leur tombe du ciel, pas du ciel mais finalement du budget de l'État, ils vont l'utiliser non pas pour consommer plus, mais pour épargner plus. Et Keynes avait raison de dire que l'économie, c'est un circuit. Il avait une vision hydraulique de l'économie. Et pour lui, l'épargne, c'était un résidu. L'épargne, c'était une fuite dans le circuit. Et tout ce qui part en épargne n'est pas retravaillé, recyclé dans l'économie. Donc on comprend bien que cette dépense supplémentaire que donne l'État à destination des ménages, si les ménages l'épargnent, il la retire du circuit et ça ne profite à personne. En tout cas, pas immédiatement. Et donc, les mesures de ce type, à court terme, quand les ménages ont des craintes pour l'avenir, eh bien, ils ont tendance à épargner plus et ça rend pas efficace, disons inefficace à moyen terme, ces politiques économiques et ça va avoir des conséquences sur l'avenir parce que ça plombe encore plus la situation budgétaire. Si le déficit existait avant, eh bien, il sera encore plus élevé. C'est pourquoi d'autres économistes des tendances plus libérales dénoncent cette intervention, je dirais même cette ingérence de l'État, ce qu'ils peuvent appeler, eux, cette ingérence de l'État dans l'économie, au motif qu'elle ajoute de la crise à la crise. Vous le comprenez bien, l'État dépense plus, il est déjà lourdement endetté, avec un budget lourdement déficitaire, et non seulement il dépense plus, mais au final, ça s'avère inefficace.
Et c'est double peine pour les individus, parce que non seulement ils ne sont pas protégés de l'inflation n'est pas corrigée, et de surcroît, eux ou leurs enfants auront à payer un jour le prix, la facture. Il n'y a pas d'argent magique, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire un temps. C'est pas parce que c'est l'État qui dépense, c'est pas parce que c'est l'État qui paye que ça n'a pas de coût. Le coût, il faut bien l'assumer. Et donc, un jour, l'État devra rembourser, devra équilibrer le budget. Soit il augmentera les impôts s'il le peut, soit il s'endettera encore un peu plus. Et ce sont les impôts futurs, si rien ne change, toutes choses étant égales par ailleurs, ce sont les impôts des générations futures qui seront concernés. Juste un mot pour vous convaincre. Alors, si je vous dis 2900 milliards d'euros de dette publique, et me dire, je n'arrive même pas à imaginer ce que ça représente, moi non plus. Par contre, si je vous dis, cette dette par Français, c'est 45 000 euros par an par Français, là on voit ce que ça représente. Parce que là c'est quand même plus, je dirais, plus réaliste, en tout cas pour le Français moyen, ça veut dire quelque chose. Eh bien, l'État en est là, 45 000 euros, il y a 45 000 euros de dette sur la tête de chaque Français. Simplement, ce qu'on peut constater, c'est qu'on va avoir ce que l'on appelle des déficits jumeaux, des twin déficits, des déficits jumeaux. Au déficit budgétaire s'ajoutera un déficit de la balance commerciale, et tout ceci dans un univers inflationniste. Et s'ajoute à cela le constat, c'est que l'État ne décrète pas, il peut décréter des mesures, il ne décrète jamais un résultat. Concernant cet environnement inflationniste, après avoir évoqué la responsabilité assez évidente de l'État, du gouvernement, qui est censé protéger l'intérêt général, se pose la question de savoir si les entreprises n'auraient pas, par certains aspects, nécessité de prendre leur part à cette lutte contre l'inflation. C'est ce que disent en tout cas les syndicats, qui leur opposent des revendications salariales, des rattrapages salariaux de l'inflation. C'est la pression de la conjoncture, c'est aussi la pression du gouvernement qui parfois demande aux entreprises de faire un effort à la grande distribution, d'arrêter un peu ce bras de fer avec les producteurs. Donc, dans ce contexte, qu'est-ce que l'on peut dire? Est-ce qu'il est légitime de demander aux entreprises de prendre leur charge, de participer à corriger les effets de l'inflation sur l'économie? D'emblée, je dirais non, au sens où on est dans une économie capitaliste développée, où les entreprises, dans le secteur privé en tout cas, ont l'autonomie de leurs décisions. Pourquoi elles ont l'autonomie de leurs décisions? Eh bien parce que finalement, leur activité, c'est à elles de l'entretenir, elles doivent veiller à la bonne santé de leur entreprise, la bonne santé de l'activité, parce qu'elles se doivent d'avoir une activité pérenne. L'entreprise doit être pérenne dans un univers concurrentiel. On ne peut pas accepter d'avoir des difficultés et on ne peut pas accepter finalement une activité, une gestion approximative. Quand l'inflation perturbe la profitabilité des entreprises, eh bien elles ne peuvent qu'aller vers une modération salariale, parce que la générosité aujourd'hui entacherait les chances de pérennité de l'entreprise demain. Donc on pourrait être généreux aujourd'hui, mais si c'est pour que l'entreprise mette la clé sous la porte demain, ça n'a aucun intérêt, ni pour l'entreprise, ni pour le salarié, ni pour l'économie. Tout ce que l'on vient de dire ici est valable sauf dans un cas. Dans le cas de ce qu'on appelle les positions dominantes pour les entreprises. Position dominante, on vous dira finalement l'entreprise elle est price maker, elle fait ses prix, alors qu'en concurrence, l'entreprise elle prend le prix du marché, comme on l'a dit d'emblée, elle prend le prix qui rend toutes les demandes et les offres compatibles. Pour faire simple, qu'est-ce qu'une entreprise qui domine un marché? Eh bien, c'est une entreprise qui est un peu comme un monopole. On peut avoir un monopole de situation. C'est par exemple, je ne citerai pas de marque, mais ces grands couturiers, le domaine du luxe, où certains ont annoncé qu'aucun besoin de compenser et de baisser les marges pour compenser les hausses de prix. Point n'est besoin de le faire puisque le client est une clientèle captive. La hausse des volumes est parallèle à la hausse des prix. Il y a une hausse de volume, on vend toujours plus en dépit du fait qu'il y a une véritable inflation, peut-être même plus forte encore que l'inflation courante dans ce domaine. Mais pour les autres domaines, toutes les activités, que ce soit l'agroalimentaire ou que ce soit le textile, où les consommateurs sont très sensibles au prix, ou encore où les coûts de production sont très élevés, où les compagnies aériennes, où le kérosène compte pour 20% des coûts de production, et bien là, il n'est pas possible de ne pas répercuter dans les prix les hausses de coûts. Pour conclure, pour élargir nos perspectives, on pourrait citer cet adage, ce proverbe que tout le monde connaît, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur, c'est pourquoi parfois on est allé voir au-delà. On a des indicateurs en France, des indicateurs de bien-être, mais le bien-être vu par les économistes, c'est finalement un amoncellement de valeur ajoutée. Donc le bien-être, c'est le PIB, ce qu'on appelle le PIB, dont on mesure l'évolution entre deux périodes, et puis on vous dit voilà, ça c'est la croissance.
La croissance, elle est faite de comparaison de valeur ajoutée. La production de certains, moins la production précédente, donc la production moins des consommations intermédiaires égale la valeur ajoutée. La somme des valeurs ajoutées, c'est le produit intérieur brut. Et ça, c'est le bien-être. Vous allez me dire, c'est complètement abscon, cherchons autre chose. Certains l'ont fait, le roi du Bhoutan en 1972, un petit royaume où finalement son peuple était dans un état de confort très minimum, très minime, un désintérêt pour la chose matérielle. Ces sujets se disaient néanmoins à forte majorité très heureux. Et donc l'idée est venue à l'OCDE en 2011, mais un peu avant à des économistes qui ont été dans une commission décidée par Nicolas Sarkozy. Joseph Stiglitz et Amartya Sen ont créé une commission pour mesurer et pour créer un indicateur de bonheur intérieur brut, simplement pour mesurer la qualité de la vie. Donc il y a plusieurs éléments qui vont composer ce bonheur intérieur brut. Alors l'argent ne fait pas le bonheur. Boris Vian ajoutait aussi, l'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n'en ont pas. Et force est de constater que nos environnements, nos économies développées nous imposent aujourd'hui et nous obligent, et on ne peut faire abstraction ni de l'un, ni de l'autre, ni de l'argent, ni du bonheur.